Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle leçon. Alors ça fait quelques temps effectivement que je n'ai pas publié. Aujourd'hui on va voir le syndrome sérotoninergique. On va voir que ce n'est pas tout à fait la bonne expression. Et bien pour commencer, qu'est-ce que le syndrome sérotoninergique? Eh bien, c'est un ensemble de symptômes qui est dû aux effets secondaires potentiels des médicaments qui augmentent la transmission sérotoninergique dans le système nerveux. Autrement dit, c'est toutes les complications qui sont liées à trop de sérotonine au niveau des synapses. Alors comment ça se passe? Vous voyez au niveau synaptique, il y a des récepteurs. Alors en vert, c'est le récepteur sérotoninergique. Et en orange, ça va plutôt être le transporteur qui va permettre de réintégrer la sérotonine synaptique en trop. Et donc, après transformation, à partir du tryptophane, mais bon, passons cette étape, eh bien, la sérotonine va être libérée par ces vésicules au niveau de la fente synaptique et va pouvoir venir intégrer cette région synaptique et aller au niveau du récepteur postsynaptique et engendrer son effet et permettre une stimulation normale. Mais en cas de toxicité, puisqu'on va voir que c'est plutôt le terme à utiliser, il va y avoir une surstimulation et entraîner des symptômes, alors qui peuvent parfois être recherchés, puisque c'est le principe de certains antidépresseurs, et malheureusement, on va voir que des fois, ça va engendrer une certaine toxicité sur l'humeur, la chaleur, l'énergie, globalement, la faim, le sommeil, etc. Ça agit sur énormément de choses. Et quand il y a beaucoup trop de sérotonine, eh bien on parle à ce moment-là non pas de syndrome sérotoninergique pour être exact, mais plutôt de toxicité sérotoninergique. Et ces effets, en fait, c'est plutôt un spectre, on va dire, plutôt que vraiment un ensemble bien clair de symptômes, de signes, etc. Donc toxicité, c'est plus exact que syndrome, parce que le syndrome, ce serait restrictif. Par une définition, alors qu'en réalité, on va voir, il n'y a pas vraiment de franc consensus par rapport à ça. Quels sont les médicaments imputables? Alors les médicaments imputables, tout d'abord, c'est plutôt quel, effectivement, avec un S, puisque bien souvent, c'est surtout plusieurs médicaments, au moins deux, une polythérapie comparée à une monothérapie, qui, vous voyez, sont des médicaments qui agissent directement au niveau des synapses. Pour cela, ils ont été conçus pour cela. Les trois plus fréquents, ce sont les inhibiteurs spécifiques ou non de la recapture de la sérotonine et noradrénaline, avec aussi les inhibiteurs de la monoamine oxydase. Donc ça, c'est des médicaments qui agissent au niveau présynaptique, donc là où il y a la libération, pour pouvoir dégrader en fait la sérotonine après réintégration. Ce sont vraiment les plus fréquents, surtout les IMAO, dits irréversibles. Donc j'en ai souligné certains, ce qui correspondent à la famille des IMAO irréversibles. Et ceux-là sont vraiment les plus à risque. Vraiment les plus à risque. Donc dans les médicaments à citer, vous voyez, citalopram, sertraline et citalopram, paroxétine, fluvoxamine, fluoxétine. D'ailleurs, j'ai oublié une virgule, mais c'est pas grave. Venlafaxine, duloxétine, vous voyez, tout ça, c'est... Si vous avez un peu travaillé aux urgences, vous savez que c'est extrêmement fréquent et c'est parmi les premiers qu'on prescrit, en fait, en cas de syndrome dépressif. Pour les IMAO, donc il y a deux antibiotiques, et oui, ce sont des antibiotiques, l'isoniazide et le linezolide. Ce sont des médicaments qu'on utilise plutôt dans un contexte d'infection assez sévère, puisque le premier c'est plutôt antituberculeux, éventuellement dans des infections ostéo-articulaires. Le deuxième c'est plutôt en seconde ligne, parfois pour les infections à staphylocoque, ou alors dans les pneumopathies acquises sous respirateur. Donc c'est des contextes un peu particuliers. Les autres, c'est vraiment plus lié vraiment à la prescription du psychiatre, ou en tout cas pour le domaine de la psychiatrie. Il y a d'autres médicaments, bien sûr. Donc il y a d'autres antidépresseurs, comme la mirtazapine, les tricycliques, parmi lesquels on a le clomipramine, l'imipramine, mais pas l'amitriptyline. C'est pas facile à dire avec tous ces M et ces N. Les opiacés, donc tramadol, fentanyl, méthadone, mais pas tous les autres, justement, on va voir, pour les cas douteux. D'autres encore, donc valproate, n'oubliez pas le valproate, méthylphénidate, kétiapine, carbamazépine,
et les libérateurs de sérotonine. La cocaïne, l'amphétamine, l'ecstasy ne sont pas des médicaments, évidemment, ce sont des toxiques, des drogues, mais on va voir que ça peut précipiter un syndrome, enfin en tout cas une toxicité sérotoninergique. Les cas douteux, oui, ils sont douteux parce qu'on le décrit parfois dans la littérature, mais ce n'est pas le cas. Les triptans, les dérivés de l'ergot, LSD, morphine, codéine, buprenorphine, tout ça, ça ne donne pas de syndrome de toxicité sérotoninergique. Le lithium, c'est pareil. Il y a certains cas qui auraient été décrits avec, mais c'est sur le plan physiopathologique, ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Le londancétron, le métroclopramide, ces antiémétiques là, les deux derniers, c'est pareil, ça ne donne pas. La métriptyline, qui est un faux ami, en fait c'est notre ami, la métriptyline, comme ça vous vous en rappellerez, n'est-ce pas, pour ce moyen mémotechnique. Et du coup, pour les antiémétiques, vous pouvez donner, si jamais ils sont symptomatiques, puisqu'on va voir qu'ils peuvent avoir des nausées, donc on peut les traiter, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Alors justement, quelle est la clinique ? Les premières descriptions, ça remonte il y a un bail, il y a 1991, ça paraît pas si vieux, mais c'est quand même, ça a quand même plus de 30 ans. Et il y a eu des critères par la suite, selon Radomski, qui dit que voilà, il faut qu'il y ait au moins 4 des symptômes majeurs, ou 3 majeurs, 2 mineurs, qui coïncident avec l'addition d'un traitement. Ou une augmentation de posologie, mais bien sûr des médicaments qui sont connus. Donc on a vu juste à présent. On va se faire un petit peu la liste rapidement dans les symptômes majeurs psychiques, l'altération de la conscience, élévation de l'humeur, semi-comateux, bref, quelque chose qui accentue le trouble psychique. Vous voyez qu'en mineur, il y a juste une petite nervosité ou une insomnie. Alors je trouve que c'est un peu insomnie, c'est peut-être un peu plus embêtant que la nervosité. Et vous voyez que c'est pas une frontière bien tranchée entre l'insomnie de minuit et puis l'insomnie de ça fait 3 jours qu'il dort pas, c'est pas pareil. Les symptômes neurologiques, et donc symptômes majeurs, myoclonie, très important, trémor, frisson, rigidité, hyperréflexie, extrêmement important, puisque ça, vous allez pouvoir le chercher. Ensuite, pour les symptômes mineurs neurologiques, on a les troubles de la coordination, l'amydriase, mais parfois il y a d'autres médicaments ou d'autres toxiques, donc peut être difficile. L'acathysie, le fait de devoir bouger partout, ça peut être compliqué à trouver. Les symptômes végétatifs, fièvre, sudation, diaphorétique au final, c'est dans les symptômes majeurs, importants, puisque la fièvre vient plus tardivement en fait, avec une toxicité importante on va dire. Tachycardie, tachypnée, diarrhée, hyperhypotension. Vous voyez, c'est hyperhypotension, ça dépend où on en est en fait dans les symptômes. Par la suite, il y a Dunkley en 2003 qui a rappelé certains critères et qui proposait une liste qui est plus simple à retenir. Donc c'est un des critères suivants avec un agent sérotoninergique. Premier, c'est clonus spontané. Le deuxième, c'est clonus inductible et une agitation ou diaphorèse. Le troisième, c'est le clonus oculaire, avec l'agitation, etc. Le quatrième, c'est trémor, hyperréflexie. Et le cinquième, hypertonie musculaire et température à 38 et clonus oculaire ou inductible. Vous voyez que on retrouve toujours ces signes cliniques, la d'hyperréflexie, diaphorèse, etc. Et donc au final, ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que ça touche surtout les membres inférieurs. Voilà. Donc c'est un peu particulier, mais ça touche surtout les membres inférieurs. Sachant que dans les cas les plus graves, ça peut même être masqué par la rigidité. Ah oui, on est embêté quand même. Bref, pourquoi c'est compliqué ? Parce que la clinique, vous voyez que c'est pas tout à fait spécifique. C'est pas très spécifique, et au final, il faut plutôt l'intégrer dans une sorte de triade variable, comme un spectre, donc avec trois grandes cases, selon un peu Radomski, cognitivo-comportemental. L'aspect cognitivo-comportemental un peu plus agité, confus, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire que c'est le patient psychiatrique qui change, il n'est pas comme avant. Il y a une rupture de l'état antérieur. Neuromusculaire, il faut bien rechercher, et surtout le clonus, surtout, qui soit spontané ou inductible, et hyper réflexie. Très important, hyper important, j'ai envie de dire, à rechercher. Et sur le plan neurovégétatif, le côté diaphorétique, mais là c'est vraiment
assez avancée, la fièvre, etc. C'est pour les cas un peu plus graves. L'amydriase, mais qui n'est pas toujours là, malheureusement, parce que des fois, il y a d'autres médicaments associés ou d'autres toxiques. Tachycardie, tachypnée, bref, plusieurs choses. Retenez un peu cette triade variable. Vous voyez, c'est pas très syndromique, tout ça, ça fait plutôt vraiment toxicité, d'où le terme, en fait. Sachant que, très important, ça doit s'installer dans les 24 heures, suivant une modification de posologie. Soit introduction, soit modification. Donc c'est important. Il y a quand même ce délai qui est relativement court par rapport à d'autres syndromes, on va le voir. Et je vous ai dit, les formes gravissimes sont heureusement très rares, mais ça peut aller très très loin, très très vite. Ça peut être une CIVD, rhabdomyolyse, insuffisance rénale, défaillance multiviscérale avec détresse respiratoire aiguë, bref, ça peut aller très très vite, très très mal. Alors pour les clonus, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez par rapport aux images disponibles sur YouTube aussi, alors en bas à droite c'est le clonus oculaire, vous voyez ce petit mouvement saccadé au niveau de l'œil. C'est ça qu'on va essayer de rechercher, donc on fait bouger les yeux du patient avec le doigt, et ça peut induire, alors soit spontanément, il tourne le regard à gauche à droite, ça fait ce mouvement, ou alors on lui demande de suivre à plusieurs reprises gauche-droite avec le doigt. Vous voyez que d'ailleurs il y a une petite mydriase chez ce patient. Et le clonus, alors c'est pas vraiment le clonus d'un patient pathologique, c'est simulé sur la vidéo, mais ça fait ça. On vient faire une hyperflexion, une dorsiflexion brutale, et tac, ça vient faire ce mouvement pendulaire qui est relativement spécifique, et ça signe aussi une hyperréflexie. C'est un peu dans la case irritation pyramidale pour vous la faire courte. Bref, donc pour la toxicité sérotoninergique, comment on va faire pour la prise de sang? Il y a mauvaise nouvelle, il n'y a rien. C'est peu contributif, tout va être normal à peu près, sauf bien sûr dans les cas très graves. Dans les cas très graves, il y aura une rhabdomyolyse, une insuffisance rénale, etc. Mais là, encore une fois, de toute manière, peu importe l'étiologie, on va dire, il faudra l'évoquer, faire ce qu'il faut faire au niveau de la prise en charge, mais surtout traiter la défaillance d'organes. D'accord ? Retenez que normalement dans une toxicité sérotoninergique, si c'est une forme légère à modérée, il n'y a quasiment pas de modification. Peut-être un peu de polynucléaire, peut-être un petit peu, voilà, peut-être un petit peu de CPK, pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose. Vraiment un bilan biologique qui est normal. D'autant plus qu'on ne peut pas faire le dosage, puisque la sérotonine plasmatique est différente de la sérotonine centrale. Donc notre objectif, ça va être quoi? C'est de trouver les différentiels quand il y en a. C'est surtout, au final, la toxicité sérotoninergique, ou le syndrome sérotoninergique, si vous voulez, un diagnostic d'exclusion, puisque vous comprenez que, vu la présentation, on peut se faire avoir par autre chose. Une infection, n'importe laquelle, une encéphalite, surtout. Il est fébrile, symptômes neurologiques. J'aimerais pas que vous reteniez, après ce cours, un patient confus fébrile, c'est une toxicité sérotoninergique. C'est avant tout une méningoencéphalite. Après, ça peut être un sepsis avec confusion. Vous vous rappelez du score, le Q-SOFA par exemple. Faites les différentiels et après, vous mettez la toxicité sérotoninergique. Mais bien sûr, il faut éliminer l'encéphalite. Les problèmes, les pathologies métaboliques endocriniennes, donc comme la dyscalcémie, la calémie, dysthyroïdie, tout ça. Alors, l'hypercalémie ou l'hypocalémie n'est pas censé donner tous ces symptômes, mais il peut y avoir des fois des présentations un peu douteuses. Faites les dosages. Les affections neurologiques, quelles qu'elles soient, entre guillemets, donc vous voyez que ça va, c'est large, c'est très large. Souvent on est obligé de passer par une imagerie, parce qu'il peut y avoir un syndrome frontal, au final, le délirium très mince. Qu'est-ce que c'est compliqué par rapport à la toxicité sérotoninergique? Comme le sevrage en fait en alcool, extrêmement compliqué à faire la part des choses. Parce qu'on a un patient qui est diaphorétique, agité, alcoolisé, il peut avoir des signes un peu d'encéphalopathie, puisque c'est une forme d'encéphalopathie, le délirium, c'est dans l'univers en fait de l'encéphalopathe, le délirium, d'ailleurs dans la traduction en anglais, en fait, ils confondent parfois délirium et encéphalopathie. Mais c'est logique, en final, c'est un continuum. Donc, on a tous ces symptômes-là chez le patient qui est en plein délirium. À ce moment-là, vous faites le syndrome de Cushman, vous traitez comme un délirium très mince,
et éventuellement vous arrêtez les médicaments susceptibles d'aggraver la situation. Voilà. Les affections psychiatriques, bon, ça vous en doutez. Le sevrage en antidépresseur, c'est encore comme le délirium ou le sevrage OH, mais le tableau, c'est plutôt un syndrome grippal d'une semaine. Et après, là, on rentre dans le dur. Il y en a deux. Le syndrome atropinique. Alors là, la différence, parce qu'il y aura une mydriase, ils seront agités, ils peuvent avoir cette petite rigidité. La différence, c'est que dans le syndrome atropinique, ils vont être secs et il y a peu de clonus. Ils vont être secs et il y a peu de clonus. C'est ça la grosse différence. Il faut en avoir vu quelques-uns et il faut se poser la question, est-ce que je suis face à un syndrome atropinique plutôt sérotoninergique, anticholinergique, etc. Il faut en avoir vu en fait. Il faut en avoir vu. Regardez d'ailleurs les vidéos sur la chaîne par rapport au syndrome atropinique et cholinergique aussi. Bref. Le dernier, c'est le syndrome malin des neuroleptiques. Là, on a une présentation qui est un peu plus lente, qui ne s'installe pas au bout de 24 heures, plus lente, avec un patient qui présente une rigidité plutôt en tuyau de plomb et un peu bradykinésique. Alors, c'est pas facile à faire la différence, c'est pas facile. Mais l'interrogatoire à la clinique doit faire ce différentiel. Sachant que c'est pas... la prise en charge n'est pas la même. Quasiment la même, mais il peut y avoir quelques subtilités. D'ailleurs, en parlant de prise en charge, comment on fait quand il y a ce patient qui présente une toxicité? On arrête le médicament. Oui. La résolution, normalement, c'est en 24 heures, selon la demi-vie. Alors là, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était une dame qui avait plusieurs neuroleptiques qui peuvent donner une toxicité sérotoninergique et qui avait un screening urinaire positif au cannabis. Il y avait des amphétamines et il y avait, je crois qu'il y avait même de la cocaïne avec. Donc forcément, ça avait déclenché. Il y avait les médicaments et tac, l'événement déclencheur, la prise de toxique. Donc rapidement, on n'a pas arrêté le médicament parce que c'est arrêté le toxique, mais c'est allé beaucoup mieux. Les mesures générales. Après avoir arrêté le médicament, on hydrate beaucoup le patient, parce qu'ils sont diaphorétiques, donc ils perdent beaucoup d'eau. Des benzos s'ils sont trop agités ou rigides ou myocloniques. Les antipyrétiques, ça ne marche pas en fait. Le paracétamol, ça ne marche pas, le paracétamol, parce que ça agit de manière centrale, alors que là, l'hyperthermie, elle est d'origine musculaire, donc ça ne marchera pas. Après, on peut essayer, ça se trouve, ça peut marcher. Mais normalement, sur le plan physiopathologique, ça ne marche pas, donc c'est pas la peine. Cryptoliptadine et chlorpromazine. Alors, il y a certaines, dans la littérature, c'est pas bien franc. Je pense que dans les formes très très sévères, j'appellerai les réanimateurs, discuter avec le réanimateur. Eux ont plus l'habitude de gérer ces situations un peu extrêmes, mais comme ça la littérature ne me pousserait pas à les prescrire. Et donc forcément, si on arrive à un endroit, à un moment où on est réfractaire dans notre thérapeutique aux urgences, rigidité trop importante et hyperthermie, rhabdomyolyse, tout ça, c'est réanimation, intubation, sédation, curarisation. Et voilà, on arrive au point clé. Pour les points clés, première chose, c'est une pathologie qui est souvent bénigne. Heureusement, et vous voyez que c'est très largement sous-diagnostiqué et rarement très grave. Heureusement. Ensuite, deuxième chose, c'est deux triades. La première, c'est pour l'argument diagnostique neuromusculaire, végétatif, psychiatrique. D'accord ? Deuxième triade, les médicaments en cause, je voulais vous le mettre là parce que on prescrit énormément de tramadol. Il y en a beaucoup, les personnes âgées. Il y a de plus en plus de prescriptions d'antidépresseurs. Retenez les inhibiteurs de la recapture de sérotonine et de noradré, spécifiques ou non d'ailleurs. Les IMAO, méfiez-vous d'eux. Après les autres, c'est une histoire un peu plus de spécialistes. Mais retenez ces trois-là, déjà ce sera parfait. Il y a trois différentiels difficiles. Vraiment, je trouve les plus difficiles, c'est le sepsis, quel qu'il soit, le sevrage d'un médicament ou de l'alcool et le syndrome malin des neuroleptiques. Ceux-là, ils sont quand même un peu plus... C'est les trois auxquels vraiment il faut penser. Et la prise en charge, ça va être arrêt du médicament, hydratation Valium. Méfiez-vous lors de vos prescriptions. Si vous voyez qu'il y a un patient qui a déjà 1 ou 2 antidépresseurs, évitez de rajouter autre chose comme du tramadol lors de l'antalgie.
Ça, c'est très important de se méfier là-dessus, sur ce point, qui peut aggraver largement les choses. Et bien sûr, si c'est trop grave, nos amis réanimateurs sont là pour nous aider. Et voilà, on a terminé avec la vidéo d'aujourd'hui, la toxicité du syndrome sérotoninien, enfin la toxicité sérotoninergique. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications et de lâcher un pouce bleu. Ça permet d'encourager le travail qui est fait. Je vous remercie bien sûr parce que vous êtes de plus en plus nombreux. J'essaye de maintenir un rythme, mais c'est compliqué. Puisque vous en doutez avec le travail à suivre ces cours-là. Et j'ai d'autres projets aussi, mais je vous en reparlerai prochainement, je l'espère. Et bien sûr, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos patients, bien sûr.